parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Avec l'équipe B au grand complet pour vous servir, c'est tous les vendredis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, ce talk show qui parle de vous, qui parle de l'actualité guinéenne. Aujourd'hui, nous partons avec de nouveaux sujets pour vous aider à mieux comprendre l'actualité qui se passe dans notre chère Guinée. Le mercredi 27 janvier dernier, le chef de l'État, à travers un décret, a procédé à la mise en place d'un cadre permanent de dialogue social et politique présidé par le Premier ministre guinéen. D'après le contenu de ce décret, ce cadre devrait avoir pour mission d'organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels et politiques et sociaux autour des questions d'intérêt national. 2 mois après la publication de ce décret, quelle évaluation peut-on faire? Pourquoi ce cadre a-t-il du mal à prendre du service? Et quels sont les enjeux et les perspectives pour le vivre ensemble en Guinée? Autant de questions que nous posons ce matin. Pour y répondre, nous recevrons, si tout va bien, comme invité Bachir Touré. Il est juriste publiciste spécialisé sur les questions de droit, de maintien et de consolidation de la paix. Restez avec nous, donc il sera avec nous dans ce studio pour décrypter ces questions. Si tout va bien, d'autres sujets, bien entendu, viendront s'ajouter à ce premier sujet que je viens de lire. Vous le savez, l'émission interactive. Vous avez la possibilité de nous écrire sur 2 plateformes, soit sur le 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il suffit juste d'ajouter l'indicatif. Vous allez le voir, le message défile juste en bas de votre écran, 00224 657 39 13 13, ou nous écrire simplement sur Twitter, #GG. Nous nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de l'émission avec l'équipe au complet. Caps aujourd'hui à ma gauche, il change de place. Bonjour. Bonjour Madame Hiro, bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Enfin le masque. Djiba Milimono, bonjour. Bonjour Madame Hiro et bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Ça va très bien. Le jeune premier, merci. En face de son doyen. Jacques Léwa Leno. Bonjour madame, bonjour à tous. Le professeur... Tu l'as écouté quand tu étais encore à l'université. Tu quel cours à l'université? Je donne le cours de technique d'analyse de l'actualité. Super. L'analyse et traitement de l'information. En fait, j'imagine Jacques devant les étudiants. Mais j'aide à enseigner, hein, je ne suis pas titulaire. Tu assistes? Voilà, il a été titulaire quand même. Enseigner. Il a été titulaire dans une université privée ici, il donnait des cours de télévision. Ah, super. Et il était parmi quand même les enseignants les plus appréciés de l'établissement. Il faut inspirer parce que c'est un métier noble, l'enseignement. Mafoudi Abangoura, peut-être qu'elle sera un jour tentée. Bonjour. Ouais, je voudrais bien un jour enseigner aux primaires, les plus petits. C'est pas au primaire. Ouais, on l'invite à Kuntia, elle refuse de venir. Parce que là-bas, c'est... Les plus petits, j'aime bien... Quand je les regarde, c'est vrai que ça me stresse parce qu'après les enfants c'est compliqué. Ah bah c'est stressant, mais il faut faire avec. Ouais, je me verrai bien un jour. Quand tu auras tes enfants. Je vais te confier mon garçon. Non, lui je ne veux pas. Lui c'est une catastrophe. Quand le prince charmant arrivera et qu'elle fera ses enfants, le stress va partir. Le stress va partir. Inch'Allah. Tu verras que c'est passionnant. C'est Inch'Allah. merveilleux. Inch'Allah. Alors, il est avec nous, Alphonse Mara, bonjour. Bonjour Djadja. Et ce matin, moi, mon bonjour c'est aux policiers et aux taximotos. Hey, je me pose la question, quel est ce code de la police routière qui dit qu'il faut se jeter sur les motards? Mais il y a cette gourmandise des policiers qui oublient des gens qui ne portent pas de ceinture de sécurité, des véhicules qui roulent sans phare ou sans clignotant, des véhicules qui ne sont pas en bon état ou des véhicules qui restent stationnés pendant des moments ou des gens au téléphone pour se jeter sur des motards qui sont avec des casques, avec des chaussures fermées, mais qui portent tout le kit complet. La question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi la police routière a cet amour assez étrange pour les taximotos? C'est qu'ils prennent en plus parce qu'on ne connaît pas le statut de la personne pour se jeter sur elle. Et même le malheur, c'est quoi? Un agent de la police n'est pas censé se jeter sur un individu. Brutalisé, en fait. Vous dites à un individu de s'arrêter, il ne s'arrête pas, vous recueillez son immatriculation, vous appelez ceux devant, il l'arrête, on met sa moto à la fourrière, lui-même on lui met à la fourrière s'il faut. Mais il faut que nos policiers... Non, c'est juste pour parler. Mais il faut que nos policiers quand même apprennent à donner du respect à ce métier. C'est très beau d'être policier. En fait, dans certains pays, quand vous voyez le policier, vous avez la peur au ventre.
Parce que même son bonjour, ce n'est pas fortuit. Mais ici, quand il te dit bonjour... Et ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Oui. Donc attention. Donc aujourd'hui, il faut que nos policiers sortent de ce mécanisme où ils doivent commander, où ils doivent se jeter sur des gens pour récupérer leurs clés et autres. Il y a des infractions qui ne finissent pas. Les doubles fils dans les embouteillages. Imaginez qu'on taxe chaque véhicule dans les doubles fils à 100 000 francs. Un reçu légal. Hein. Imaginez combien ça va faire sur la route Le Prince. Je ne parle pas de l'autoroute parce que là-bas, ça fera des milliards. Mais sur la route Le Prince, sur les corniches. La police, aujourd'hui, a les moyens de devenir millionnaire. On peut devenir policier et millionnaire simplement à cause des infractions en Guinée. Pas la police qui va être millionnaire. Non, écoute, non. Madame Hiro, attention. Madame Hiro, les tickets là, il y a des pourcentages qui reviennent aux policiers sur le terrain. Donc, on peut repartir bien. Non, ça peut faire d'eux des millionnaires. Madame Hiro, écoutez. Madame Hiro, attention. Aujourd'hui, si on facture à 100 000 francs. Que ça peut remplir les caisses de l'État. Maintenant, c'est ce que je suis en train de dire. Non, même le policier sur le terrain peut bénéficier de ça. Imaginez que chacun paye 100 000 francs par exemple et qu'on donne que 20 000 francs aux policiers. 20 000 francs pour 100 véhicules par jour ou plus de 200 véhicules dans les fils qu'on ne finit pas de compter. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. Non, il faut que ça se passe. Il faut que ça se passe ainsi. Le policier est payé, il a son salaire à la fin du mois, il fait le travail. Quand il y a des contraventions, ça doit aller dans les caisses de l'État. Oui, mais il y a des primes qui sont reversées aux agents sur le terrain. Donc ces primes-là doivent être rehaussées pour empêcher nos policiers de continuer à prendre 10 000 ou à se jeter sur des taximètres pour les retirer de l'argent. Ce mécanisme doit cesser. La police, c'est un beau corps. Il faut que ce corps-là ressorte sa beauté. On en a besoin. Je comprends bien ce qu'il veut dire et je suis d'accord. En fait, ce qu'il faut faire, c'est de donner une autre image à cette police. Ailleurs, lorsque un policier est là, ça dit tu ne peux pas te permettre certaines choses. Mais il est aussi important de reconnaître que même devant, je ne sais pas, 10 policiers, il y a des chauffeurs aujourd'hui ou des citoyens qui s'en foutent pas mal. On les dit, arrêtez-vous, ils ne s'arrêtent pas. Les policiers aujourd'hui sont obligés de faire des choses. C'est vrai que ce n'est pas normal. Tout ceci est à revoir parce que le respect... Pas, on devrait mettre la machine en branle. Prendre justement, le numéro, répertorier le numéro. Vous mettez une moto. Vous mettez une moto qui le suit. Les patrouilles, je suis carrément d'accord. C'est ce qu'il y a lieu de faire. Ça passe par justement l'amélioration des conditions de travail, en équipement, en tenue, tout et tout. Aujourd'hui, il y a des policiers, quand vous les rencontrez, vous ne pouvez même pas savoir. Oui, vous ne pouvez même pas savoir que c'est un policier. Tellement la tenue qu'il porte, c'est comme, c'est pas approprié. Il n'inspire rien, il n'inspire pas de respect. Je sais que ça commence à changer parce qu'à certains carrefours aujourd'hui, quand vous les voyez, vous les voyez de loin. Ils sont visibles de loin, bien équipés, bien propres, mais justement très très respectueux. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir améliorer pour que partout dans le pays, que ce soit à Conakry, à l'intérieur du pays, que lorsqu'on voit un agent, qu'on puisse s'arrêter, l'écouter, quelle que soit l'infraction, qu'on soit capable de répondre. Je pense que c'est l'image là d'abord qu'il faut changer. Et évidemment, ça passe, tu viens de le rappeler, par la formation, je le disais encore, par l'amélioration des conditions de travail. Le salaire dont on parle, il y a des policiers aujourd'hui qui sont obligés de s'adonner à l'arnaque parce que évidemment ils ont besoin d'argent. Comme on le dirait en sous-sous, c'est là où on est qu'on peut se permettre de brouter. Donc il faut justement... Je sais que c'est pas facile, c'est un travail de longue haleine. Mais en même temps, il faut tout faire pour permettre à ces policiers de vivre de leur travail. Parce que déjà, c'est un travail très risqué parce qu'ils sont en danger face à tellement de choses. La journée sous le soleil. Exactement, sous le soleil. Et puis, face aux bandits, face à tellement de choses, aux injures. On a vu un policier qui s'est fait tabasser ici par un citoyen. Un citoyen qui ne voulait pas obtempérer. Il l'a frappé, mais proprement. Donc, je pense que le policier doit inspirer le respect. En même temps, c'est à l'État de garantir ce respect. En les mettant dans des meilleures conditions de travail, en les formant pour qu'ils soient des modèles dans la circulation. Pour qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas tendre la main aussi. Exactement. Quand vous tendez la main, améliorer leurs conditions de vie et de travail. Si vous regardez les statistiques sur le continent, le secteur où il y a plus de corruption, c'est la police. C'est pas que la Guinée. Maintenant, moi je pense qu'il faut non seulement mettre un accent sur la formation, c'est d'abord ce qui est important, la formation, expliquer aux policiers. Lorsque vous êtes là pour veiller non seulement à la sécurité des citoyens, mais aussi fluidifier la circulation. Parce qu'ils sont en partie aujourd'hui responsables de ces embouteillages auxquels nous assistons. Ne l'oubliez pas. Maintenant, il y avait un projet avec ce plan d'urgence. Il y a l'indiscipline aussi. Il y a l'indiscipline aussi. Je suis d'accord. Parce qu'il y a trois choses qui expliqueraient ça. Il y a non seulement l'indiscipline, il y a aussi l'état des routes. Parfois l'état du véhicule lui-même
le manque de route, l'état du véhicule lui-même, mais aussi le comportement un peu... Tous nos grands marchés qui sont ça, c'est le plan cadastral. C'est là où on a échoué depuis le départ. C'est ce plan cadastral parfois qui nous condamne. Vous regardez 36, le marché, on a déguerpi les gens, mais ils sont encore revenus. Vous regardez Matutu, c'est le même scénario. Même le Niger est devenu le marché. Je pense qu'il y a un travail de fond à faire. Il faut que dans ce pays, le gouvernement guinéen puisse s'inscrire dans du structurel. Il faut qu'on sorte un peu de la gestion conjoncturelle des choses, qu'on ait des projets définitifs. Il faut réfléchir sur le choix des marchés. Est-ce qu'il faut les délocaliser? Parce que souvent, l'argument que les femmes développent, les clients refusent de rentrer dans les marchés, c'est pourquoi nous sortons. Mais c'est parce qu'elles ne sont pas dans le marché. Justement, voilà. Donc, il faut déplacer les marchés. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut renforcer un peu la capacité de la police. Les équiper, les former, mais aussi la question des grades, parce qu'il y en a qui sont là depuis des années, qui ne sont même pas sur la liste d'avancement en grade. Ça, c'est un problème qui se pose avec l'acuité. Il faut revoir ce scénario. Maintenant, moi, je pense que c'est comme un journaliste. Lorsque vous dites à un journaliste, ne prenez pas l'argent, mais il faut s'assurer aussi que vous créez des conditions. Parce qu'on dit que la condition de vie du journaliste explique aussi le fait qu'il soit un journaliste alimentaire. Même si c'est une profession sacerdotale au même titre qu'un médecin, aussi un policier. Donc, les policiers guinéens, ils souffrent. Aujourd'hui, vous êtes dans votre voiture. Finalement, ce n'est plus une police, mais c'est la mendicité à ciel ouvert. Donc ça, je pense qu'il y a un malaise profond qui est là. Il faut que l'État guinéen puisse réfléchir sur la question des policiers, des enseignants, parce que ce sont deux corps aujourd'hui qui souffrent dans ce pays et qui normalement devraient être mis sur le piédestal pour pouvoir changer des choses. Voilà, moi rapidement, vu qu'on parle de la police routière et également de la sécurité en général, je voulais rappeler rapidement ce matin, je venais en quittant Lambaye pour venir à Sangoya, juste au rond-point là-bas, les feux qui sont là. Le feu, à un moment donné, on était au rouge, et après tout a disparu, on ne sait plus si le feu il est rouge, si le feu il est... Le courant était parti. Effectivement, et après de la circulation, mais ces choses comme ça sont dangereuses. Et au-delà de ça, je constate des fois que le nombre de secondes que le feu est rouge est beaucoup plus que le nombre de secondes. Donc on voit ces dysfonctionnements des fois, et au-delà de ça, ces feux qui ne sont pas respectés. C'est le réglage. Le paramétrage. C'est pas un dysfonctionnement. Le paramétrage. Oui, j'ai suivi un expert là-dessus qui disait que c'est le réglage qui fait ça. Par exemple, on a des endroits où le feu dure plus longtemps, environ au rouge, et ainsi de suite. Donc c'est un réglage. Et parce qu'après, si c'est pas bien fait, ça peut créer les conséquences. Le problème, c'est que le Guinéen n'est pas habitué au feu. Il y a un travail. Je pense que pour ce qui concerne la police routière, au-delà de la formation, parce que je crois qu'il y a quand même la formation pour les BABA, il y en a qui les maîtrisent. Le problème fondamental, je crois, il faut mettre l'accent là-dessus, c'est le salaire. Si le salaire il n'est pas bon, et bien évidemment, on va avoir ces agents indélicats sur le terrain. Et puis mettre l'accent aussi sur l'indiscipline. Parce qu'il y a des policiers qui souffrent véritablement avec nous dans la circulation. Nous sommes parfois incontrôlables. Un policier vous arrête, mais vous lui frappez. Vous ne voulez pas respecter. Ou bien vous trouvez, vous allez parfois à des ronds-points. Moi, je vois certains conducteurs, mais c'est assez compliqué. Tout le monde s'arrête, mais ils se montrent plus pressés que d'autres. Où ils appellent des supérieurs qui appellent ces policiers pour les intimider. Il faut le dire aussi. Il y a des cadres souvent, quand les policiers vous arrêtent, on les appelle, ils appellent le policier, c'est tel directeur ou c'est tel ministre, libérez-le. Ça, il faut que les policiers puissent appliquer la loi de façon plus libre. Qu'on arrête de mettre des pressions venant de là-haut. Bien. Ils souffrent sur le terrain. Beaucoup de choses à faire donc pour améliorer les conditions de travail de la police guinéenne. On en vient à ce sujet. Le chef de file de l'opposition guinéenne qui s'est rendu hier à la maison centrale de Conakry, Jacques Léo-Aleno, pour rendre visite à ses détenus. Oui, c'était attendu. Il avait déjà annoncé après une tournée dans les QG des partis politiques où parfois il a été bien reçu et d'autre part on a dit bien si on peut vous recevoir en tant que président de votre parti, c'est bien normal, mais en tant que chef de file de l'opposition, c'est discutable. Donc à certains endroits, il n'a pas été reçu. Et lorsqu'il a annoncé donc sa visite dans les prisons, on a entendu aussi de l'intérieur certains détenus qui disaient qu'ils n'étaient pas prêts à le recevoir. Et hier, j'ai pu lire cette note des valeurs communes, le mouvement d'Étienne Soropogui, qui commence un peu avec courtoisie et finit avec un ton assez virulent à l'égard de Mamadou Sylla, parce qu'on lui reproche de n'avoir pas la légitimité nécessaire de parler au nom de l'opposition guinéenne.
Et déjà, ce problème, il est véritable. Nous sommes dans une réalité de fait. Mamadou Sylla, aux yeux de la loi, reste quand même chef de file de l'opposition. Parce que si nous prenons la Constitution et puis le fait qu'il soit à l'Assemblée nationale avec le nombre de partis politiques pour les partis d'opposition le plus élevé, on peut considérer que pour cette question seulement, il a 4 députés. Et 4 députés avec finalement un groupe parlementaire et puis d'autres opposants qui sont d'accord avec lui. Il reste donc aux yeux de certaines dispositions, chef de file de l'opposition. Maintenant, il souffre de légitimité. Ça aussi, c'est une réalité parce que il n'a pas avec lui les partis majoritaires de l'opposition qui malheureusement ne se retrouvent pas aujourd'hui au Parlement. Maintenant, moi je me dis pour ce qui a dû se passer à l'intérieur de la prison, pour des détenus qui n'ont pas voulu le recevoir, je ne sais pas ce qu'on a voulu envoyer comme message et ce qu'on gagne après. Parce que Mamadou Sylla, en tant que Guinéen, tout simplement, lorsqu'il prend quand même la peine d'aller en prison, on peut naturellement le recevoir et puis l'écouter. Je pense que ça, c'est possible. Parce qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, le fait qu'il ne soit pas véritablement opposant, parce que c'est ce que tout le monde dit. On dit qu'il est beaucoup plus dur à l'égard de l'opposition qu'à l'égard du pouvoir. Tout ça, ce sont des faits. Mais si on a reçu un ministre de la République, parce qu'à un moment donné, il y a Taran, je ne crois pas avec ses détenus maintenant, mais d'autres qui étaient là avant, Taran qui était parti et qui a pu rencontrer ces personnes, on ne pourrait pas rejeter, n'est-ce pas, un Guinéen qui prend le soin de venir, n'est-ce pas, vous rencontrer. Vous pouvez avoir vos réserves, etc. Et puis, on peut comprendre toute la colère parce qu'on est dans la contestation. C'est qu'on ne veut pas reconnaître l'Assemblée nationale, donc on ne veut pas reconnaître aussi Mamadou Sylla, qui est député de ce Parlement et donc chef de file de l'opposition. De toutes les façons, la crise, elle est là et c'est une situation, si le dialogue qu'on annonce ne la règle pas, c'est parti pour durer parce que c'est jusqu'en 2025 qu'on peut être dans une telle situation avec un Parlement qui n'est pas reconnu par une frange importante de la classe politique, donc un chef de file de l'opposition qui est donc rejeté par la majorité de l'opposition politique du pays. Mafoudia Bangoura, pourtant, hier par exemple, on a reçu Bahouri comme invité du journal qui disait que c'est le début d'une procédure qui vont faire en sorte que les gens ne traînent plus en longueur au niveau de la prison. Est-ce que vous espérez qu'à l'issue de cette rencontre, les choses peuvent s'accélérer pour ces détenus? Je ne sais pas, tout dépend du chef de l'État en fait. Je crois qu'on en parlait la fois passée, cette visite des détenus politiques qui avait été mentionné dans un mémo que le cabinet du chef de file de l'opposition a eu à présenter au chef de l'État. Après, on se posait la question, quelle utilité, qu'est-ce qui va être dit, est-ce que ça allait être des négociations? Mamadou Sylla qu'on a écouté hier, c'est Mamadou Sylla qui s'est voulu... si tu veux, proche de ces prisonniers, qui a même rappelé ces moments quand lui, pendant le régime de Conté, avait été à un moment donné emprisonné. Donc il dit qu'il connaît la prison et qu'il est venu pour apporter son soutien. Il sait que c'est difficile, qu'il est venu pour apporter son soutien. Et bien évidemment, venant d'un chef de file de l'opposition, quoi qu'il souffre de légitimité auprès de certains, c'est un autre débat, parce que là on se demanderait qu'est-ce qu'on attend pour être un peu plus réaliste sur le terrain. Par moment, on a l'impression que certains refusent mordicus de reconnaître cette assemblée ou même le président de la République, mais d'autres aussi commencent à comprendre que c'est un fait aujourd'hui. Il faut faire avec. On a un président de la République qui a été élu, on a une assemblée qui est là et qui fait son travail tout bonnement. Donc, est-ce qu'il va falloir continuer à être dans la contestation? Et vu que la justice, depuis l'arrestation de ces détenus, a quand même montré son incapacité à diligenter les choses, je pense que toutes les mains sont à prendre au niveau de... Toutes les mains tendues sont à prendre. Aujourd'hui, le chef de file de l'opposition va au niveau de la sûreté. Il les a rencontrés. Moi, je voudrais bien qu'il aille au-delà, parce qu'aujourd'hui, c'est une simple visite. Quel sera l'impact? Peut-être d'avoir une communication, plus de regard vis-à-vis, plus d'attention encore pour ces détenus. Mais je pense que si lui, il a la possibilité
d'avoir accès au président aujourd'hui et de pouvoir lui soumettre quelque chose. Certes, ça ne devrait pas se passer ainsi parce qu'on a les lois qu'il faut simplement respecter, mais il peut mettre ceci à profit pour demander à ce qu'il y ait un peu plus de sérieux dans le traitement des dossiers de ces détenus politiques. Je pense que c'est tout ce qu'on peut demander, que la justice puisse permettre à ces avocats de la défense de revenir en les rassurant parce qu'ils ont quitté, parce qu'ils n'étaient pas rassurés pour tout ce qui s'est passé. Ils ne se permettaient pas ils ne pouvaient pas se permettre d'être dans le procès. Les rassurer, leur permettre de revenir pour défendre leurs clients et en même temps aller rapidement avec ces procès, qu'on sache qui est coupable de quoi. Et si les gens sont reconnus coupables, je le dis tout le temps, qu'on les condamne. S'ils ne sont pas reconnus coupables, qu'ils rejoignent leur famille. Ce sont quand même des Guinéens qui, pour une raison, comme ceux d'en face, aussi œuvrer pour, je sais pas, un développement de la Guinée. Il faut jamais oublier ça de vue. Ce qu'on a en face, ce sont pas forcément des ennemis. Peut-être les points divergent, mais ce sont pas des ennemis. Et encore que la Guinée, ce pays-là, on le fera ensemble. On l'a demandé au président de la République quand il venait d'être élu, avec tout ce qui s'est passé, qu'il fallait baisser la tension. Il y avait beaucoup trop de tension. Il y en a même qui ont voulu croire à sa volonté peut-être de gracier certains, mais on sait que là aussi, il va falloir respecter la procédure parce que même s'il faut gracier, il faut déjà qu'il y ait jugement. Donc, quand on demande ce dialogue, tout et tout, on sait que même si le dialogue dont Jacques parlait tout à l'heure, même si on doit aller vers ce dialogue, je pense que pour une opposition sérieuse, ils vont mettre sur table la situation de ces détenus politiques. Donc, vaut mieux commencer déjà à y mettre du sérieux, commencer par traiter et voir ce qu'on peut obtenir après. Bien, allez-y Alphonse. Moi, j'ai envie de commencer d'abord par cette question de légitimité de Mamadou Sylla. C'est pas parce qu'on ne reconnaît pas la loi qu'elle ne s'applique pas à nous. Mamadou Sylla aujourd'hui est légalement le chef de file de l'opposition. N'en plaise à ceux qui ne l'aiment pas. C'est pas le nombre de députés qui détermine qui on est, qu'est-ce que fait le chef de file de l'opposition, mais il y a une règle. Même si Mamadou Sylla n'avait que 2 députés, par rapport à l'opposition, par rapport à la mouvance, ça fait de lui le chef de file de l'opposition. Qu'il ait plus de relations maintenant avec le président ou avec les autres de l'opposition, ça n'a pas d'importance. D'aucuns parlent d'ailleurs de l'opposition parlementaire. Merci. Donc aujourd'hui, il faut qu'on sorte de ce débat. Il est chef de file de l'opposition ou pas. Le chef de file de l'opposition parlementaire, c'est Mamadou Sylla. Et aujourd'hui, les gens ne savent pas profiter des opportunités. On est dans un système où le patron manque de volonté. Le président refuse de reconnaître quand même que ceux qui sont en prison, c'est des détenus politiques. Même s'ils ont été arrêtés dans des circonstances comme les élections présidentielles et leur opinion politique. On ne peut pas être plus prisonnier politique quand même que quand on est arrêté à la suite d'une élection ou à la suite d'un propos qu'on a tenu dans le cadre politique. Donc aujourd'hui, Mamadou Sylla fait cet effort-là à la suite de sa visite. Ça ne devrait pas être ainsi dans un État démocratique. Je suis d'accord. Mais si vous avez quelqu'un qui a ses propres règles depuis plus de 10 ans, qu'est-ce qui va vous surprendre si il réinvente sa roue après avoir obtenu 6 ans de mandat de plus? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens sont en prison. La prison affecte. La prison affecte. Il y en a qui ont chopé le coronavirus. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui ont perdu la vie en prison. Faudrait-il qu'on attende que la légalité soit là pour qu'on sorte de cette situation? Je dis non. La justice guinéenne, je le disais, elle n'aime pas profiter de son indépendance. Elle aime être soumise. Et jusqu'à là, notre justice est soumise. Il n'y a pas de procès engagé, il n'y a pas de date annoncée pour le dossier de nos hommes politiques en prison. Pendant ce temps, ils sont en train de souffrir de tout genre de maladies. C'est de coronavirus on parle. On interdit à certains même de faire le sport quotidien. Et c'est une violation. Maintenant, je suis d'accord. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si Mamadou Sylla, de son petit trône de chef de file de l'opposition, il n'y a pas de petit non, trône. écoutez, de son trône de chef de file de l'opposition, peut faciliter, ne serait-ce que la libération de ces gens-là, ce serait bien. Parce qu'il faut quand même, à un moment donné, sortir de cette situation tendue. Ça a trop duré. Ces hommes sont en prison sans procès. Leurs familles attendent. Leur santé se détériore. Le pays est en pause. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont en prison. Il y a des partenaires aujourd'hui qui ne peuvent pas collaborer avec la Guinée parce que la Guinée a mis ses opposants en prison. Ces partenaires sont quand même très attachés à des valeurs démocratiques. Donc si Mamadou Sylla peut aider à faciliter cette sortie de crise, ce serait bien quand même qu'on lui donne l'opportunité. Ce refus de le recevoir ou cette intention de ne pas le reconnaître, ce n'est pas le moment. Sortons de cette crise. Des gens souffrent en prison.
Bien, allez-y, Kapsa. Il y a quand même un fait qu'il faut clarifier. Pour moi, le débat autour de la reconnaissance du pouvoir d'Alpha Condé, de l'Assemblée nationale ou de la légitimité du chef de file de l'opposition qui est Mamadou Sylla, c'est dépassé. On n'a plus même à en parler. Ça, il faut se rendre à l'évidence. Ça, c'est une réalité absolue. On ne peut pas y faire. Il faut faire avec. Et aujourd'hui, moi, quand même, il y a un fait que je veux souligner ce matin. Mamadou Sylla, pour moi, c'est le plus intelligent des politiques en Guinée. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui sait être au bon endroit et au bon moment à tout le temps. Il est toujours dans la bonne position. Et aujourd'hui, il est toujours dans la bonne posture. Aujourd'hui, il relève effectivement que c'est quelqu'un sur qui on peut miser pour résoudre ce problème-là. Pour moi, il est la carte sur qui on doit s'appuyer pour que cette résolution puisse sortir. Parce qu'en réalité, il faut qu'on dise les choses. C'est une situation purement politique. La solution, elle est politique. Il ne faut même pas qu'on dise, il y a la justice, il y a tout ça, certes, mais ça, pour qu'on sorte de cette situation, il faut une solution politique. Et c'est pourquoi, quand Mamadou Sylla va voir le chef de l'État, c'est normal qu'il parte le voir. C'est vrai que la procédure n'est pas, on peut reprocher la forme de la procédure, mais cependant, on est dans une situation exceptionnelle, c'est une situation politique et il faut des solutions politiques. De l'opposition, la rencontre avec le Premier ministre, le président de la République, les institutions. Et au-delà, ça a porté fruit parce que le mémo qu'il a envoyé au chef de l'État, ça lui a ramené aujourd'hui à l'écoute justement de ces prisonniers. On peut respecter que certains n'aient pas voulu le rencontrer, c'est de leur droit de ne pas le rencontrer. Mais moi, à mon sens, il est important quand même d'être à l'écoute, quel que soit ce qui va découler, le simple fait d'être à l'écoute, de poser ces situations, de pouvoir dire qu'effectivement, on savait que tu n'allais pas réussir, mais accordez-lui le bénéfice du doute, écoutez-le et faites les revendications. Aujourd'hui, Mamadou Sylla a été clair. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ne peuvent aujourd'hui rien faire, sinon que demander au chef de l'État à travers le ministère de la Justice pour qu'aujourd'hui on puisse œuvrer à juger ces détenus qui sont en prison. Ils peuvent mettre cette pression. Ça me rappelle le jingle qui passe ici, c'est la normale qui s'impose à norme. Oui, mais qu'est-ce que... Effectivement, on vit avec ça depuis 10 ans, mais au-delà de ça, je vous dis, on est dans une situation purement politique. Dans une situation politique, les solutions ne peuvent être que politiques. Aujourd'hui, il faut donner, je pense qu'il faut soutenir le chef de file de l'opposition, sa démarche, pour qu'on puisse arriver. Et il ne faut pas, au lieu de le critiquer, au lieu de dénoncer sa légitimité, si cette opposition dans son ensemble se mettait autour de l'homme pour qu'il puisse résoudre la solution aujourd'hui, c'est quoi? C'est que ces détenus politiques puissent être libérés. Et maintenant, je pense que tout le monde devrait s'y mettre en fait. Allez-y, Diba. Oui, moi, déjà sur la question de sa légitimité, normalement, le débat ne devrait pas se poser parce qu'il y a une élection et souvent la légitimité, c'est le fait qu'il y a une volonté populaire qui est en amont. Donc, il y a quand même des citoyens qui ont voté. Donc, la question de la légitimité ne se pose pas. Maintenant, moi, je pense que le problème, c'est par rapport même un peu à la démarche de Mamadou Sylla dans ses discours. Parce que si vous écoutez Mamadou Sylla, vous avez parfois l'impression d'écouter un opposant de la mouvance. C'est-à-dire, l'expression, elle est contradictoire, mais vous avez l'impression d'écouter un acteur de la mouvance. Parce que il n'y a pas d'opposant de la mouvance. Oui, c'est-à-dire, je fais des jeux de mots, c'est des jeux de mots que je suis en train de faire. Donc, je pense que cela est en train de le desservir. On a écouté sa sortie à Sékou Touré lorsqu'il dit ceux qui sont devant vous, ce sont des républicains. Nous sommes allés voir certains, ils ont décliné. Ils sont libres là-bas. Maintenant, nous, il y a une élection, vous avez gagné, et à un moment donné, il faut se ranger. Donc, une telle sortie, je pense qu'il est en train de jeter une pierre dans le jardin des autres. C'est ce qu'il faut changer. Je pense que Mamadou Sylla, sa posture, elle est bonne, mais il faut qu'il retravaille son discours. Parce que c'est ce discours-là qui est perçu par l'autre côté. S'il veut rassembler. Justement, s'il veut rassembler, les mots ne sont pas innocents. Chaque mot pour un leader a une signification pour les autres. Je pense qu'il faut qu'il travaille son discours. C'est ce qui est en train d'amener les autres à se cantonner, à se dire attention, on ne peut pas regarder dans la même direction que lui, parce qu'il tient un discours quand même qui est favorable au pouvoir. C'est comme si on avait un porte-parole du président Alpha Condé qui est en train de parler. C'est pourquoi on dit que c'est une opposition fabriquée par le chef de l'État lui-même. S'il change son discours et le retravaille, je pense qu'il y a quand même des opposants aujourd'hui sur l'échiquier politique. On ne peut pas contester leur poids. Vous avez l'UFR de Sidya Touré, vous avez Cellou Dalein Diallo, Lansana Kouyaté. Aujourd'hui, ce sont des personnes sur qui on peut compter pour aller vers une conciliation. Donc, je pense qu'il faut qu'on retravaille le discours et que lui, en tant que chef de file de l'opposition, qu'il ait une attitude générale. S'il le fait, je pense que cette visite qu'il a effectuée est salutaire parce que ça s'inscrit aussi dans cette dynamique de décrispation de la scène politique. Il a reçu, je me souviens, l'un des conseillers de l'ambassade ici des États-Unis accrédité en Guinée. Normalement, c'était aussi de faire la situation un peu des opposants parce que vous avez écouté les Nations Unies qui disaient qu'il y a des opposants dans nos prisons ici. Il faudrait quand même qu'on accepte une fois encore d'aller vers la justice. Ceux qui doivent être jugés, qu'ils soient jugés, et ceux qui vont être libérés,
qu'ils soient libérés. Parce que tout cela, je pense que devrait quand même nous amener à aller vers une conciliation et une décrispation. Maintenant, le chef de l'État, beaucoup se posent la question, on n'a pas compris pourquoi il est allé avec une telle main. Parce qu'après l'élection, beaucoup s'attendaient quand même à un chef de l'État qui allait tenir un discours conciliant, qui allait aller vers une ouverture, non seulement sur la scène politique, mais aussi sur le plan économique et social. Parce que c'est lui qui a un bilan à présenter. 6 années, c'est une chance pour se racheter, parce que sur le tableau, quand même, il y a des zones d'ombre. Beaucoup disent, un chef d'État qui s'est battu 40 ans pour la démocratie, qui a fait la prison, normalement, il était mieux placé pour comprendre qu'il était victime de cette justice, et donc il pouvait éviter ce scénario à d'autres. Maintenant que c'est fait, je pense qu'il a une chance, 6 années, ce n'est pas petit, de se racheter et de présenter une contre-image au peuple de Guinée pour dire, je suis un chef de l'État de tous les Guinéens, je suis un chef de l'État qui est à l'écoute de l'opposition. On a vu Alassane Dramane Ouattara, comment il a manœuvré pour quand même que l'opposition, pour qu'on puisse aller vers un dialogue. Il peut le faire, c'est possible, et cela aussi passe par de tels actes. Mamadou Sylla, moi je le félicite dans sa démarche, mais il faut qu'il revoie un peu ce discours qui est parfois très mal perçu au niveau de certains partis politiques. Décrisper donc la situation pour aider la Guinée à aller de l'avant, c'est de cela que le peuple a besoin. C'était la première partie, donc les premiers sujets abordés. L'émission continue dans un instant. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Merci à Fraternité FM qui relaie cette émission du côté de Mamou. Vous nous écoutez également du côté de Farana sur Bambou FM. Merci à tous de votre fidélité. Le mercredi 27 janvier dernier, le chef de l'État, à travers un décret, a procédé à la mise en place d'un cadre permanent de dialogue social et politique présidé par le Premier ministre guinéen. D'après le contenu de ce décret, ce cadre devrait avoir pour mission d'organiser le dialogue entre les acteurs institutionnels, politiques et sociaux autour des questions d'intérêt national. 2 mois après la publication de ce décret, quelle évaluation peut-on en faire? Pourquoi ce cadre a-t-il du mal à prendre du service? Quels sont les enjeux et les perspectives pour le vivre ensemble guinéen? Autant de questions que nous nous posons, et si tout va bien, pour y répondre, nous aurons Bachir Touré. Il est juriste publiciste spécialisé sur les questions de droit, de maintien et de consolidation de la paix. Il sera avec nous en studio. On continue cette émission donc avec cet autre sujet. Mafoudia Bangoura, douane nationale, ces fonctionnaires qui ne vont jamais à la retraite. Alors, c'est une enquête de nos confrères d'inquisiteurs.net. Ils les appellent les éternels fonctionnaires. Alors, on sait que c'est une réalité qui existe partout. Déjà, d'ailleurs, le président de la République a eu à se prononcer là-dessus. Partout dans l'administration guinéenne. Partout dans l'administration guinéenne. Chaque fois qu'il parle, il dit, je crois la dernière fois, il ironisait en disant que certains ont l'âge de leur enfant et tout et tout. Alors, pour cette enquête d'inquisiteur.com, ils se sont spécialement consacrés à la direction générale de la douane. Et effectivement, d'après l'enquête, de ce côté, il y a des cas, des travailleurs qui sont là-bas depuis 1967 jusqu'à 1980, des fonctionnaires qui ont été recrutés à ces dates. Alors, ils sont plusieurs dizaines, 60 ans de service pour certains, 40 à 50 ans pour d'autres. Un exemple, le site le concours direct pour recrutement de 130 agents le nombre d'années requis à la fonction publique, c'est 30 ans. N'est-ce pas? Bon, 30 ans de service. C'est 30 ans. 60 ans d'âge. 60 ans d'âge et 30 ans de service. Donc, il y a ce concours direct pour recrutement de 130 agents de brigade des douanes. C'était en 1971, à l'époque du premier régime. Alors, lorsqu'il y a eu ce concours, par exemple, il y a eu 42 cadres professionnels, dont 7 femmes qui ont été admis. Et évidemment, aujourd'hui, on note des cas de mort, des retraités, mais aussi d'autres qui sont en fonction. Ce sont pour la plupart des directeurs, des chefs de brigade, des chefs de section. Ce sont des messieurs qui ont tellement duré là-bas
qui deviennent finalement des intouchables parce que les postes qu'ils occupent, ce ne sont pas les moindres au niveau de la direction. Il y a aussi des promotions de 1967, 68, 74, 75, 76, 78 et même 80. Alors, ce qu'on note, c'est ce que l'enquête note, c'est justement relève, et ça je pense que c'est important, c'est l'injustice qu'il peut y avoir vis-à-vis d'autres retraités. Quand on sait que d'autres ont été retraités, ont accepté de partir et d'autres sont restés, de quoi ils sont forts pour rester là? Est-ce pour les besoins de service? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? En tout cas, on ne va pas dire que les cadres, les responsables ou même le président de la République ignorent cette réalité. Tout le temps, on parle de rajeunissement, de l'administration, de féminisation. Qu'est-ce qu'on fait contre ces pratiques-là? Moi, je peux bien comprendre. C'est pourquoi, à un moment donné, on peut bien se dire qu'à un moment, il faut que les gens aussi puissent aider l'État. On a l'exemple de M. Teliwel Diallo qui aujourd'hui a très bien travaillé. Aujourd'hui, il a pris ses affaires, il est dans son village, il est en train encore en fait, il vit de sa passion et en même temps, il fait quelque chose pour le pays. On l'a d'ailleurs vu en image sur les réseaux sociaux avec Lamine qui va réaliser cette émission. On aura cette émission avec lui sur Espace TV, évidemment. Alors, c'est un exemple. C'est vrai que c'est assez banal de dire aux gens d'aider l'État en disant de prendre je sais pas, sur eux-mêmes, de partir lorsqu'il est temps. Mais quand on connaît l'être humain, je pense que le gros du travail revient à l'État qui est censé identifier, répertorier, veiller à ce que ceux qui ont l'âge de la retraite puissent aller à la retraite pour qu'on puisse permettre à ces jeunes qui ont fini leur formation de pouvoir intégrer et d'espérer à grandir au sein des structures étatiques. Parce que le problème, c'est que si vous avez des gens qui ne bougent pas à des postes pour 10 ans, 20 ans, 30 ans, comment est-ce que ceux-ci peuvent être remplacés? Donc c'est un blocus pour la nouvelle génération qui ne peut pas avancer parce que ceux qui sont là ne sont pas en train de bouger. Je pense il va falloir revoir ça de très près. Il faut quitter les discours, il faut sortir des discours. Ce qu'il faut, c'est de poser des actes parce que le faire aujourd'hui, ce n'est faire mal à personne. Je pense qu'ils ont eu suffisamment de temps pour organiser leur vie. Ils doivent pouvoir penser, ces fonctionnaires même, à la nouvelle génération qui a aussi besoin. Ils ne peuvent pas travailler leur époque, travailler l'époque d'autres personnes. Je pense que c'est une injustice qu'il faut corriger. L'autre point que ressort des grandes gueules. Le site inquisiteur, c'est aussi ces gens qui partent, qui sont très bien formés, qui sont là, mais qui n'ont aucune chance d'avancer justement à cause des anciens qui sont là, qui s'éternisent. Il y a une bonne partie quand même de cet effectif qui ont eu la chance d'aller sur le plan international, faire de hautes études, qui sont revenus, qui sont près de 15 ans à la douane, mais sur la question d'avancement en grade, ils ne sont même pas sur la liste. Donc, ils sont colonels éternellement, alors que ceux qui, quand même, sont venus à un moment donné, aujourd'hui se retrouvent avec des grades au-delà de ceux-ci en l'espace de 10 ans. Donc, il y a cette question d'injustice. Maintenant, il y a l'autre pan de l'enquête. Lorsque Mafoudi a posé la question de savoir qu'est-ce qui expliquerait que d'aucuns ont fait leur droit à la retraite, alors que d'autres sont restés, pourtant, ils sont venus la même année. Et aujourd'hui, sur cette enquête, ceux qui sont restés, pour la plupart, aujourd'hui, ce sont des directeurs généraux, ce sont des chefs de section, mais aussi des chefs de brigade. Donc ça veut dire, n'oubliez pas quand même, la question elle est claire, nous parlons de la douane qui est une vache quand même à laitière dans l'administration guinéenne. Et pour la plupart, ce sont des personnes fortunées. Moi, je pense qu'il y a une complicité aujourd'hui avérée entre le ministère de la fonction publique, le budget. Mais aussi la douane. Et c'est ce qui expliquerait un peu le fait qu'on soit là. Parce qu'ils ont de l'argent, il y a un circuit qui est là, il y a une retenue qui est faite en amont, avec des complicités pour que c'est toute une chaîne. Donc il y a des gens qui en bénéficient pour pouvoir maintenir l'autre à sa place. Donc je pense que ce travail normalement devait être fait. Le chef de l'État il a donné le ton. Il faut que les services compétents, les départements sectoriels se mettent au travail. Maintenant, pour finir rapidement, moi j'ai vu les statistiques de l'Institut du Sciences Po de Bordeaux, c'était en 2014, qui disait que l'administration guinéenne compte à peu près 100 000 fonctionnaires. Et sur les 100 000 fonctionnaires, 50 à 60% ont l'âge qui est allé au-delà de 50 ans ou 60 ans. Alors que si on prend l'article 028 du statut général de la fonction publique, il est dit que pour ceux qui sont de la hiérarchie A, normalement c'est à 65 ans. Ceux qui sont de la hiérarchie B, c'est à 60 ans. Cela n'est pas respecté. Donc, moi je me souviens qu'on avait décidé de mettre en place l'École nationale de l'administration en Guinée. Je ne sais pas où en sommes-nous avec ce projet, parce que cela allait faciliter quand même à ces jeunes d'être formés. On allait avoir des énarques comme en France, comme dans les autres pays européens, et ceux-ci pouvaient être préparés pour remplacer ces vieux-là. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Je pense que c'est bon de dire gouverner autrement,
Mais si vous ne créez pas les conditions pour aller vers cela, on n'a pas une école nationale d'administration, on ne va pas s'en sortir. Bien, allez-y. Ici, on inverse les choses. Ailleurs, les gens se battent pour qu'on baisse l'âge d'aller à la retraite. Ici, les gens s'accrochent. Ils veulent avoir 70 ans, 80 ans. Ils sont, n'est-ce pas, en train de travailler. Mais ce que ça pose comme problème, parce que vous avez quand même des gens qui sont engagés à la fonction publique quand la Guinée avait seulement 9 ans. Oui. Parce que quand vous prenez 1967, si vous prenez les gens de cette époque, comparé à l'évolution que le monde a connue, c'est des gens qui ne sont plus productifs. Parce qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu de l'évolution technologique. Vous trouvez des vieux, parce que moi, il m'est arrivé une fois de rencontrer au ministère de l'Agriculture un cadre qui n'a pas d'ordinateur, il ne sait pas l'utiliser. Et il y a beaucoup de fonctionnaires comme ça dans les départements qui ne savent pas manipuler. Même le téléphone, ils ne sont pas à jour, on continue quand même à les maintenir. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un autre problème au niveau de la douane. Je crois que c'est un peu commun à quelques services, mais au niveau de la douane, c'est encore plus flagrant. Parce que ça, ce n'est même pas caché, parce que l'État l'avait reconnu à un moment donné. Les gens accédaient à la douane de manière opaque. Et donc ne bénéficiaient pas de formation commune de base, formation militaire. Je me rappelle, je crois en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement, le gouvernement avait ramené un nombre important de douaniers à la formation. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà douaniers, fonctionnaires de l'État, payés. Ils ont accédé de manière clandestine. Finalement, on les a pris là pour les envoyer en formation dans un centre du côté de Kagele ou Transis pour pouvoir avoir des notions, en tout cas de formation commune de base comme des policiers et gendarmes. Ça, c'est quand même récurrent au niveau de la fonction publique. Moi, je m'étais revolté en ce moment parce que je me suis dit, si vous avez constaté qu'il y a des gens qui se sont retrouvés à la douane de manière irrégulière, donc qui n'ont pas la formation commune de base, disons qu'ils ne sont pas officiers. Ils sont de simples civils et qui se sont retrouvés à la douane. Vous avez retrouvé ces personnes, un nombre important. Au lieu de les ramener à la formation, c'est de dire que vous étiez là de manière illégale. Mais reprenez le processus. Si on est indulgent à votre égard, reprenez le processus, on vous soumet à un concours, ou sinon vous partez, qu'on puisse donner l'opportunité à ceux qui peuvent se soumettre à un concours de manière normale et un concours ouvert, et qu'on puisse ramener, n'est-ce pas, vers ces centres de formation. Je crois que ce qui est souligné aujourd'hui du côté de la douane est aussi présent dans beaucoup de services. Aussi, et il est important que l'État arrête les discours, qu'il puisse agir. Bien, allez-y, Kapsa. Voilà. Beaucoup de discours, mais pas d'action concrète. Oui, des fonctionnaires, des éternels fonctionnaires. Le chef de l'État, vous l'avez dit, beaucoup de discours, c'est quelque chose qui n'est plus caché. Le chef de l'État lui-même, lors du Investment Forum, il en a fait cas. Il dit qu'il y a des fonctionnaires, quand vous prenez, il ironise, je vais y arriver, en disant que certains cadres, si on retire leur âge qu'ils ont passé déjà à la fonction publique, on se dit qu'ils sont rentrés à la fonction publique à 9 ans. C'est le chef de l'État lui-même qui le dit. Et quand lui-même, ça vient de lui, ça veut dire que ce n'est plus caché. C'est qu'il connaît ce qui se passe. Et ce qui m'étonne, c'est que depuis qu'il a fait cette déclaration, jusqu'aujourd'hui, rien n'a été suivi. Pas d'acte concret. Même au Conseil, ils n'en ont pas fait cas pour dire qu'il n'y a pas d'acte concret lié à ça. Mais il y a une chose quand même qu'il faut relever. Je suis d'accord avec les autres quand ils dénoncent que l'État a pleinement la responsabilité dedans. Mais il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui amène ces cadres à ne pas vouloir quitter la fonction publique. Parce que ça fait quand même pas plaisir qu'on ait cet âge-là et qu'on continue à rester, à travailler. Ça, c'est difficile. L'autre côté qu'il faut relever, c'est que ces gens-là ont raté le fait qu'ils devaient préparer cette retraite. La retraite, elle se prépare. Et elle se prépare le premier jour de notre fonction. Ce sont des gens nantis, hein. Ils ne sont pas dans le besoin. Ils ne sont pas dans le besoin. Ils vont aller tranquillement à la retraite, les enfants ont étudié. Ils veulent pas fermer le robinet. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, voyez-le sous un autre angle. Et ce angle, c'est quoi? C'est pas parce qu'ils n'ont rien préparé. S'ils quittent, ils vivent de ce qu'ils perçoivent là-bas. Vu qu'ils n'ont rien préparé, s'ils quittent, ils pourront plus. En fait, c'est pour vous dire, ils n'ont pas préparé. Ils n'ont pas préparé, les enfants, ils n'ont pas préparé d'activités qui peuvent les permettre de pouvoir. Les enfants de ces personnes-là sont dans les meilleures écoles à l'international.
non, il y en a combien vous voyez en Guinée ici, les enfants de patrons qui finissent après leur vie ici dans certaines situations. On en voit également, c'est de ça justement que je suis en train de parler. Et cette préparation-là manque et ces gens n'ont pas préparé des activités qui peuvent les permettre de vivre à partir de la retraite. Et donc, ils vivent de ce qu'ils gagnent à la douane actuellement. Voilà pourquoi ces gens ont du mal à partir. Et si l'État doit agir, quelque part, c'est d'éduquer encore une fois ces gens sur l'éducation financière afin qu'ils puissent préparer la liberté financière. Bien, difficile de les arrêter. À suivre donc dans la deuxième partie. On va parler de dialogue et de consolidation de la paix avec notre invité. Nous prendrons également en compte vos réactions sur Twitter et sur le 657 39 13 13. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.